Savez-vous que dans les pays anciennement colonisés, l'éducation formelle ou la scolarisation, on va voir la différence, donc l'éducation formelle ou la scolarisation d'une part et l'éducation religieuse répondent à la même commande, enchaîner les esprits. Je vais reprendre le sujet. Dans les pays anciennement colonisés, l'éducation formelle ou la scolarisation et l'éducation religieuse répondent à la même commande, car c'est une commande. Quelle est cette commande? Enchaîner les esprits. La table est mise. Nous allons comprendre que et l'école et l'Église remplissent dans les pays anciennement colonisés la même fonction. Quelle est-elle cette fonction? Enchaîner les esprits. Et effectivement, nous allons nous servir de l'histoire politico-religieuse d'Haïti pour illustrer cette thèse. Je voudrais commencer l'émission en citant un évêque irlandais du 19e siècle qui a exercé une partie de son ministère en France et plus tard au Kenya et au Nigeria, donc en Afrique. Voici ce qu'il a dit. Il s'appelle Joseph Shanahan. Il a dit, si tu contrôles l'éducation, tu vas contrôler le pays et le peuple, tu vas contrôler la religion et tu vas contrôler l'avenir. Je reprends cette citation. Parce qu'il faut l'avoir en tête pour comprendre comment, par la scolarisation, c'est-à-dire l'éducation formelle, mais également par l'éducation religieuse, on a tout simplement formaté l'esprit des peuples colonisés de manière à les enchaîner pour toujours. Et Joseph Shanahan, qui est je l'ai dit, un évêque catholique irlandais qui a exercé son ministère en Afrique, il a compris cela très tôt. Voici ce qu'il a dit. Et au fait, sa citation est une doctrine qui a été mise en pratique avant lui et qui est encore mise en pratique dans les pays anciennement colonisés. Il a dit ceci. Si tu contrôles l'école, tu contrôleras le pays et le peuple, tu contrôleras du coup la religion, donc les croyances, et l'avenir des gens. Alors, le sujet du jour, je le reprends à des fins pédagogiques. Dans les pays anciennement colonisés, l'éducation formelle, donc la scolarisation, et l'éducation religieuse répondent à la même commande, enchaîner les esprits. Notre coopération est évidemment riche de beaucoup de dossiers bilatéraux que nous allons évoquer dans quelques instants. Volonté de développer la coopération économique, les opportunités offertes à la jeunesse de votre pays par les programmes d'éducation, de santé et de création d'activités économiques, les programmes d'éducation, 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 de santé et de création d'activités économiques, politique aussi de francophonie, car nous avons là-dessus également beaucoup à faire ensemble. La scolarisation, c'est-à-dire l'éducation formelle, mais également par l'éducation religieuse, on a tout simplement formaté l'esprit des peuples colonisés de manière à les enchaîner pour toujours. Si tu contrôles l'école, tu contrôleras le pays et le peuple, tu contrôleras du coup la religion, donc les croyances, et l'avenir des gens. Parlons un peu de l'éducation, parce que tout cela, au final, on ne peut pas le faire sans une éducation afro-centrée. Parle-moi de l'éducation. Donc, ça veut dire que l'éducation que nous avons reçue des locodères n'est pas adaptée pour nous? Cette éducation, il faut la réformer, il faut repenser tout cela? C'est-à-dire que l'éducation que nous avons reçue, que nous continuons à recevoir, c'est pour nous transformer en aliénés et nous maintenir en état de colonisation mentale. Justement, nous disloquer, c'est-à-dire nous éloigner de notre réalité, de ce que j'appelle notre centre, c'est-à-dire notre réalité historique, culturelle et biologique. Donc cette éducation-là est forcément nocive pour nous. Pour les Occidentaux, elle est bonne parce que ça atteint son but, ça atteint son objectif. Tu vois, de nous convaincre de notre infériorité, de nous convaincre
que notre subordination dans leur société, dans le monde, est en fait naturelle, parce que nous sommes naturellement inférieurs. Donc cette éducation-là, elle remplit son rôle très bien. Maintenant, c'est à nous à comprendre cela, à comprendre cette éducation-là comme un instrument de propagande coloniale, et maintenant proposer autre chose. Tu comprends? Et mettre autre chose en place pour nos enfants et pour nous-mêmes. Malcolm X il disait, il n'y a que les imbéciles qui confient leurs enfants à leurs ennemis pour les éduquer. Dis-le. Et ça, on a du mal à le comprendre. Tu vois, quand tu vas déposer ta fille ou ton gamin le matin à l'école, que la petite maîtresse blanche dit, oh, comment ça va, Jimmy, ou je sais pas quoi, il faut pas se faire d'illusions sur ce qui va arriver à Jimmy, là. Tu vois, au fur et à mesure, Jimmy va s'éloigner de toi, de ses ancêtres, de sa terre ancestrale. Au point que maintenant, arrivé à 14-15 ans, le mot Afrique même va lui faire horreur, si ce n'est peur. Tu vois? Et c'est ça notre drame. C'est vraiment ça notre drame. Nous avons beaucoup de talents, nous avons un grand potentiel, mais qui sont maintenant gaspillés, ou pire, qui sont utilisés pour enrichir et renforcer nos ennemis. C'est pour ça que tu vois, par exemple, une équipe de football de France avec que des Noirs. Tu vois? Donc on est détourné, n'est-ce pas, détourné de nous-mêmes, et ils nous maintenant renvoient vers eux pour qu'on puisse mettre notre intelligence, notre talent dans tous les domaines à leur disposition. Wow. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on est dans cet état-là aussi. Mais dans cette éducation qu'il faut réformer, puisque finalement, ce n'est pas adapté, donc il nous faut une nouvelle éducation. Dans cette nouvelle éducation, si tu dois me nommer 5 piliers les plus importants sur lesquels vraiment c'est la base de la base de la base, si on veut être droit, si on veut reconstruire l'Afrique. 5, c'est trop? 5, ça ira? Bon, je ne sais pas ce que tu entends par pilier, hein, C'est-à-dire les mais choses je essentielles. pense que Les choses essentielles qu'on doit revoir, en tout cas qu'on doit maîtriser dans notre plan concernant l'éducation des Noirs. Qu'est-ce qu'il faudrait inclure? alors, écoute, déjà, il faudrait commencer par, j'insiste vraiment là-dessus, un socle spirituel. C'est D'accord. vraiment important. Dans l'éducation même? Dans l'éducation même. Vraiment éduquer nos enfants, tu vois, pour leur apprendre à respecter leurs ancêtres, à apprécier leurs ancêtres et à les respecter. Ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Explique-moi pourquoi. Ensuite, Explique-moi pourquoi. parce que si tu ne respectes pas tes ancêtres, si tu ne t'engages pas vis-à-vis d'eux, tu vas t'engager vers les ancêtres de quelqu'un d'autre. Excellent. Tu vas t'engager vers la terre ancestrale de quelqu'un d'autre. Excellent. Tu comprends? Et c'est exactement ce qui se passe. On a le coup tourné vers l'Europe. Non, on va maintenant retourner notre coup vers l'Afrique. Tu comprends? Donc, que ce soit en Afrique ou en dehors de l'Afrique, c'est fondamental. L'Afrique doit être au centre de notre existence, au centre de nos préoccupations. Tu vois? D'accord. Pour moi, ça serait vraiment la base. Et sur cette base-là, maintenant, on peut maintenant apprendre à nos enfants, déjà, une histoire véritable. Et c'est pour ça que, justement, l'historiographie proposée par Diop, qui est une véritable révolution épistémologique et politique, est aussi importante. Dis-le. Puisque Diop nous proposait, en fin de compte, de rattacher donc les civilisations du Nil, l'Égypte et la Nubie au reste de l'Afrique et de donner donc à l'Afrique ses fondements classiques, tu vois, ça s'appelle les humanités classiques de l'Afrique, pour nous permettre de nous détacher justement du socle occidental qui est la Grèce et Rome. Donc on se détache de leur matrice et on a notre matrice à nous. Et c'est ce que Diop nous a donné qui est aussi important, tu vois. Et quand on a cette historiographie-là, où l'on aussi, et c'est ce qui est important chez Diop, et qui est aussi qu'on retrouve dans l'afrocentricité, c'est l'initiative historique africaine. Ne pas décrire les Africains comme simplement
des sujets passifs que les autres sont venus réveiller, mais montrer les Africains comme des sujets agissants. Ce n'est pas en dormant, que c'est clair, en permanence au pied d'un palmier qu'on a construit les pyramides. Hein. C'est clair. Tu comprends? Donc maintenant, voir les Africains autrement que simplement ceux qui ont été découverts par les Blancs, ceux qui ont été réveillés par les Blancs, etc., etc. Donc ça donne une autre image de l'Afrique, tu vois, et des Africains, de notre capacité d'initiative historique. Et ce dont il s'agit, c'est évidemment de réactiver cette capacité d'initiative. Excellent. Donc, ce seraient vraiment les trois piliers fondamentaux, tu vois. Un nouveau regard sur notre histoire et un nouveau regard sur nous-mêmes comme sujets agissants, comme acteurs de notre histoire. Tu vois, ça serait les orientations globales et générales, avec toujours évidemment notre réalité au centre de nous-mêmes, c'est-à-dire notre vision du monde, tu vois, qui nous permettrait maintenant d'évaluer, quel que soit ce qu'on étudie, mais de l'évaluer à partir de notre vision du monde. Une vision du monde, par exemple, où l'homme et la femme ne sont pas opposés, mais complémentaires. Une vision du monde où il n'y a pas la nature là et puis nous à côté, où nous sentons que nous ne faisons qu'avec la nature, etc., etc. Tu vois? Donc c'est pour ça que je dis l'afrocentricité, c'est simple mais c'est profond. Parce que se remettre au centre de sa réalité, ça a des implications qu'on imagine à peine. Salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille, on est au 15e Lacou Santé qui vient de se terminer par une conférence sur l'école, futurement école panafricaine, avec une des personnes qui militent depuis longtemps pour que cette école puisse prendre vie en Guadeloupe. Donc elle va nous expliquer effectivement sa fonction et effectivement le devenir de cette école panafricaine. Bonsoir. Bonsoir. Donc je suis la présidente de l'école panafricaine de Guadeloupe et voilà, nous avons créé ce projet parce qu'on voulait vraiment donner à nos enfants la possibilité de s'instruire, de s'enseigner avec des outils pédagogiques qui leur ressemblent, qui sont adaptés à leur environnement, à leur culture et à leur histoire. Donc il s'agit de respecter le socle de l'éducation nationale, mais en proposant vraiment des outils pour que l'enfant ait une meilleure estime de lui-même, qu'il ait des gens qui lui ressemblent quand il ouvre son livre d'école, qu'il apprenne son environnement immédiat, les rivières de la Guadeloupe, les montagnes, la faune et la flore de son pays, et qu'il développe ainsi non seulement une bonne estime de lui-même, mais une bonne estime des autres, de ceux qui lui ressemblent, de sa communauté, parce qu'on a effectivement remarqué en Guadeloupe, le taux de délinquance et l'illettrisme sont en augmentation et en explosion, et on pense que ce biais permettrait donc de faire baisser, de chuter ce taux, parce que l'enfant, il apprendrait des choses qui l'intéressent et il s'intéresserait naturellement à tout cela. Donc voilà, le but de l'école panafricaine, c'est de former des enfants intéressant, de leur apprendre à raisonner, avoir un bon esprit critique et leur développer vraiment leur estime d'eux-mêmes, une bonne estime d'eux-mêmes, apprendre à s'aimer pour qu'ils puissent être des enfants, des adultes futurs qui vont s'intéresser à leur pays, à leur histoire, parce qu'ils auront appris à s'aimer et à aimer leur pays. Vous êtes vous-même effectivement médecin de formation, donc vous êtes président de cette association, mais quel rôle vous allez jouer effectivement au niveau de cette école? Est-ce que vous allez aussi faire des cours peut-être de médecine et tout? Non, au niveau de l'école, donc j'ai beaucoup participé à l'élaboration du projet pédagogique, à l'enseignement, au contenu de l'enseignement. Parce que, en tant que médecin, c'est important de favoriser tout ce qui permet l'épanouissement non seulement physique, mais aussi intellectuel, moral, spirituel. Et donc, ça permet l'estime de soi. Vraiment, c'est un point qui m'a beaucoup touchée. Et c'est pour ça que dans tout ce qu'on a préparé, dans tout le projet, c'est au cœur de ce projet, il y a la valorisation de l'enfant, son épanouissement, son bien-être, pour qu'ils puissent s'épanouir correctement et se prendre en main.
Voilà, donc c'est pour ça, en tant que médecin, donc il n'y aura pas de cours de médecine, mais il y aura des cours sur les plantes médicinales où je pourrai intervenir parce que j'ai fait aussi de EDU de plantes médicinales locales. Voilà. Vous venez de terminer plus de 2h30, on était en live, 2h30 de conférence où vous avez expliqué, il y a quand même quelques difficultés au niveau des autorités avec effectivement un rendez-vous à Morne-Verguin ce jeudi avec la police judiciaire. Pourquoi ils vous en veulent autant? Ils veulent empêcher, bloquer cette ouverture d'école? Bien, je pense qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est l'école panafricaine. Donc je pense principalement ça. Hein. Je pense que ça fait peur quand on dit qu'on veut adapter un système existant fait par les autorités françaises. On veut l'adapter à notre pays. Et à ce moment, je pense qu'il y a eu une incompréhension. C'est ce que je pense. Hein. Parce que nous, notre objectif, c'est justement d'aider la jeunesse guadeloupéenne à s'en sortir, diminuer l'illettrisme, diminuer le taux de violence qu'on observe en permettant un épanouissement. Quand on est bien, on n'a pas envie de faire du mal aux autres. Quand on est bien et qu'on s'aime, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et notre but, c'est dans ce sens, promouvoir ce nouvel enseignement, promouvoir cette école qui devrait, à notre avis, servir de modèle pour l'ensemble des écoles en Guadeloupe. Parce qu'il n'y a rien de sorcier, c'est juste vraiment permettre à l'enfant d'appréhender son environnement proche, de s'intéresser à ce qu'il fait, d'avoir une manière pragmatique de voir les choses, de comprendre ce qu'il fait et de voir à quoi ça sert. Ce qui fait qu'on augmente l'intérêt de l'enfant pour ce qu'il fait et il apprend beaucoup plus vite, quoi. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais je pense que c'est par méconnaissance qu'on nous met autant les bâtons dans les roues. Enfin, j'espère. Bonjour les gens. Plus de 300 écoles hébraïques en France. De même pour les écoles musulmanes. Collège, lycée, primaire, tout ce que vous voulez. Et zéro, et je dis bien zéro, école panafricaine. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Tout simplement parce que le préfet de la Guadeloupe a décidé de refuser l'ouverture plutôt d'une école panafricaine en Guadeloupe. Ces raisons? Incompatibilité avec les valeurs de la République, un caractère séparatiste, générant un trouble à l'ordre public. Le bâtiment lui semblerait insuffisant en matière de sécurité. Le projet pédagogique lui semblerait sommaire. Attendez, excusez-moi. Il aurait dit succinct. Et prônerait un repli communautaire. Des arguments futiles et complètement débiles. Ah, je vais le dire, complètement débiles. Déjà qui ne sont pas de son ressort. Je ne savais pas que le préfet faisait partie des inspecteurs des travaux finis ou du rectorat. Sachant que le rectorat eux-mêmes ont approuvé le projet pédagogique de cette école. Ils n'ont rien eu à redire et avaient même donné la date d'ouverture de l'école. Donc, ils se sont retrouvés à demander au tribunal administratif quels sont les droits qui les empêchent d'ouvrir leur école et savoir si le préfet avait le droit de refuser l'ouverture d'une école panafricaine en Guadeloupe. Écoutez ça, hein. La promotrice de l'école dénonce les décisions qui ont été prises par la suite. Écoutez, ils ont convoqué certains donateurs de l'école, ainsi qu'elle-même, et on lui a collé comme motif, écoutez, hein, escroquerie et volonté de nuire à l'ordre public. Tout ça pourquoi? Pour une école. Donc, école hébraïque, ça va. École musulmane, ça va. École bouddhiste, ça va. Mais une école panafricaine pour leur apprendre leur histoire et leur culture, non, c'est pas possible. C'est une incompatibilité à la valeur républicaine. Attention, ça va générer des troubles à l'ordre public. Attention à un caractère séparatiste. Attention, en France, non, pas possible. Et prenez un repli communautaire. Sérieux? C'est vrai? Non.
Une école panafricaine permet en fait aux enfants guadeloupéens de pouvoir connaître une partie de leur histoire, l'histoire de l'Afrique et de la diaspora. Donc en Guadeloupe c'est important puisque effectivement nous avons une partie de notre identité qui est africaine et qui est reniée et c'est important de la connaître pour qu'on puisse être ancré en fait et être plus épanoui dans sa vie tout simplement. Il y a plusieurs types d'ateliers pour justement permettre à l'enfant de s'ancrer, de développer son estime de soi et sa confiance en soi. Donc on a des ateliers culinaires, tout ce qui concerne l'alimentation saine, locale. On a aussi tout ce qui concerne l'apprentissage des langues, puisque c'est important, nous sommes dans le bassin caribéen, donc l'anglais, le créole, savoir qu'en tout cas on peut parler cette langue pour communiquer des choses plus importantes, pas que, que les émotions. Et aussi on a tout ce qui concerne le côté esthétique, soin des cheveux, soin de la peau, etc. Et bien d'autres choses. Il y a des langues aussi comme le Wolof, tu peux être renseigné? Alors une initiation à la langue, au Lingala. Le préfet a refusé l'ouverture de l'école parce que selon lui, la dénomination panafricaine renverrait à une idéologie séparatiste. Et ce n'est pas le cas, puisque le panafricanisme prône l'unité. Donc on a déjà mis en ligne une pétition pour laquelle il y a déjà plus de 2500 signatures en 24 heures. On a un recours au tribunal administratif qui est en cours. Et puis on va prévenir aussi les instances internationales. Voilà. Les choses se mettent en place et on continue. On est toujours ouvert pour des questions, des informations. Voilà. Bonjour, vous avez été nombreux à suivre depuis plusieurs mois le projet de création de l'école panafricaine de Guadeloupe. Nombreux depuis les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Haïti, Guyane. Nombreux depuis l'Europe, la France, la Belgique, la Suisse. Nombreux depuis les États-Unis, nombreux depuis l'Afrique, le Sénégal, la Guinée, le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Et merci pour tous vos encouragements et vos soutiens. Donc ça fait effectivement depuis plus de 2 ans qu'il y a une équipe projet qui travaille sur ce projet d'école panafricaine de Guadeloupe et la rentrée a été annoncée pour septembre 2020. Alors que nous avions les autorisations des autorités compétentes, à savoir le rectorat, nous avons reçu, et vous êtes nombreux à avoir été informés de cela, nous avons reçu le refus du préfet au motif que, écoutez bien, la dénomination panafricaine pour cette école démontre une volonté de développer d'une part une culture séparatiste et d'autre part une distinction entre les races et les cultures susceptibles de générer, écoutez bien, un risque réel de trouble à l'ordre public. Donc c'est de cette manière que ce projet d'école panafricaine de Guadeloupe a été reçu par le préfet de Guadeloupe. Pour nous aider à décrypter tout ça et à analyser tout ça, nous avons avec nous Madame Marie-Evelyne Petrus-Barry. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes représentante des Nations Unies à la retraite, ancienne experte toujours pour les Nations Unies des droits des personnes d'ascendance africaine et actuellement vous êtes directrice régionale pour l'Afrique de la Fédération internationale du planning familial. Alors je viens de lire le motif qui a été opposé à ce projet d'école. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis effarée parce que cette école avait généré beaucoup d'espoir, comme vous l'avez dit un peu partout. Et lorsqu'on a parlé de cette école, de nombreux afro-descendants de par le monde, en Afrique, aux États-Unis et ailleurs, se sont dit « la Guadeloupe innove ». Il y a des écoles panafricaines aux États-Unis, il y en a en Angleterre, et le fait que la Guadeloupe soit une des îles des Caraïbes à créer une école panafricaine était vraiment quelque chose d'innovant et qui allait changer la façon dont on propose à nos enfants de comprendre leur héritage. Maintenant, ce refus du préfet est complètement incompréhensible et va à l'encontre de toutes les décisions internationales au niveau global, mais également des décisions internationales prises par la France. Pour que nos enfants se développent mieux, pour qu'on évite tous les dérapages psychologiques, tous les dérapages sociaux, toutes les maladies mentales, toutes les maladies auto-immunes qui ont un rapport avec notre histoire, il est important qu'on éduque nos enfants de façon à ce qu'ils comprennent d'où ils viennent, de façon à ce qu'ils comprennent qui ils sont, et qu'ils gèrent tout ça avec la réalité dans laquelle ils vivent, quel que soit le pays dans lequel ils vivent.
Est-ce qu'on peut considérer que ce refus est une violation des droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine? Mais moi, j'irai plus loin que ça. Je dirais que ce refus et les termes de ce refus sont une insulte aux afro-descendants. C'est une insulte parce qu'ils ne reconnaissent pas que nous avons une identité et que notre identité, elle a été créée par le fait qu'on nous a déportés d'Afrique, qu'on nous a imposé, donc il s'agit de trafic d'êtres humains. Ensuite, après ce trafic d'êtres humains, on nous a amenés ici, on a fait du travail forcé. Quand on a fini de faire du travail forcé, on a aboli l'esclavage et on nous interdit d'en parler. Bon, vous devriez être contents, on a aboli l'esclavage. Mais on a quand même récompensé les maîtres, tandis que ceux qui avaient été mis en esclavage, on leur a dit, bon, vous devriez déjà être contents. C'est déjà nous considérer comme des sous-hommes et des sous-femmes. Donc, si aujourd'hui toute une communauté internationale se lève, du Brésil à l'Inde, aux États-Unis, en Afrique, partout, pour dire il faut réfléchir, il faut changer la façon dont nous avons agi avec les personnes d'ascendance africaine, il faut réparer dans beaucoup de cas. Aujourd'hui, on est au niveau des réparations. Mais cette école, c'est en fait... On n'est même pas dans les réparations, on est dans le pur droit des personnes d'ascendance africaine, le droit à connaître qui nous sommes. Nous ne sommes pas des Gaulois, nous sommes des personnes d'ascendance africaine. Nous n'avons rien contre le fait d'apprendre la culture formelle qui est imposée par l'éducation nationale. Mais on ne peut pas nous retirer le droit de savoir qui nous sommes, de savoir comment nous sommes arrivés ici, de savoir comment nous nous sommes développés ici et de savoir ce qui nous empêche de nous développer pleinement. Nos enfants, pour les protéger de tout ce qu'on voit dans la rue partout ici et de toutes les dérives de santé mentale, de toutes les dérives qu'on voit ici, de toutes les dérives liées au droit justement, pour les empêcher de pourrir dans des prisons parce qu'ils ne comprennent même pas qui ils sont, notre droit le plus fondamental est de leur renseigner notre histoire, de leur renseigner notre héritage, qu'ils en soient fiers de venir d'Afrique, ce qui n'empêche pas qu'ils apprennent les mathématiques, c'est important, qu'ils apprennent des langues, c'est tout aussi important, qu'ils apprennent l'art, mais aussi l'art africain. C'est le sens du projet pédagogique défendu par l'école panafricaine de Guadeloupe. C'est exactement sur ces dimensions que l'école entend travailler, permettre aux enfants de s'approprier leur histoire, de s'ancrer, de pouvoir s'appuyer sur des repères et de se construire. C'est vrai que ce qui se passe, c'est quand même très surprenant, mais on voit une chose en fait, c'est qu'aujourd'hui, ils se rendent bien compte que le monde noir a changé, qu'il a des ambitions, qu'il a des désirs, qui sont des désirs d'élévation. Et je pense que de toute façon, l'école, elle se fera, puisque c'est dans l'air du temps. Vous savez qu'au Canada, il y a eu des écoles qui se sont créées, ça fait beaucoup de remous, mais le gouvernement canadien a dit, voilà, on ne veut pas qu'un dollar canadien aille dans cette affaire-là. Les Noirs se sont organisés, ils ont financé leur école, ils ont eu leur école. Et il y a beaucoup d'écoles comme ça qui se sont créées aussi aux États-Unis. Moi, c'est vrai qu'il y a une école qui est venue me chercher pour faire des ateliers sur les mathématiques africaines, sauf que moi, j'étais en déplacement au Canada quand une école afrocentriste de New York était venue pour pouvoir discuter de ça. Parce que moi, je vois quand même beaucoup d'enfants en milieu scolaire. Hein. J'ai déjà quand même vu 14 000 enfants, ce qui n'est pas rien, un peu partout à travers le monde. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une chose, c'est qu'à dire qu'on m'accuse de vouloir rendre les enfants noirs plus intelligents que les enfants blancs. Disons-le franchement, puisque c'est l'institution qui le dit, alors que ce n'est pas ça. Le but du jeu, c'est de révéler à l'enfant que chaque civilisation africaine a bâti ses algorithmes. Et ces algorithmes-là, c'est ce qui fait fonctionner les téléviseurs aujourd'hui, les téléphones portables, les ordinateurs. Ouais, même sur YouTube, ces algorithmes. Mais bien sûr, on a fait un colloque mondial des mathématiques africaines, on a fait venir l'intelligentsia mondiale sur cette thématique. Monsieur Rouen Iglache, qui est un des spécialistes de la question, a bien dit que ce que les Noirs traînent, je dirais, à comprendre, c'est que lorsque vous allumez un ordinateur, vous rentrez dans le cerveau d'un Africain. Parce que la seule personne, et j'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce qu'en faisant le tour du monde, vous avez trouvé d'autres peuples qui avaient des systèmes de mathématiques aussi originaux que les nôtres? Tout le monde m'a dit non. Et que c'est pour cette raison que notre système de mathématiques sert aux technologies les plus avancées. Maintenant, la chose, c'est que lorsque je dis, bon ben voilà, je vais prendre un groupe de gamins de 10 ans, de 8 ans, et on va leur apprendre à faire de la technologie à travers les mathématiques africaines. Oh, c'est une levée de bouclier, c'est toute une série de choses. Et ce sont nos mathématiques, non?
Vous êtes content de les mettre dans l'ordinateur. Est-ce que vous permettez, je vais vous demander la permission pour prendre des gamins de 8 ans et leur expliquer comment ces mathématiques-là font fonctionner un ordinateur? Non, je fais. Mais pour faire, après, il faut se donner les moyens. Parce que si vous partez à des subventions, c'est même pas la peine. D'ailleurs, nous, on n'est pas des demandeurs de subventions parce que ça ne nous apprend pas à être autonome. Alors, le but du jeu, c'est l'autonomie. Et la deuxième chose, c'est avoir la capacité de rationaliser ces projets pour les financer. C'est comme un escalier, première marche, deuxième marche, troisième marche. Eh bien voilà, on finance marche par marche et puis on finit par monter très haut. C'est ça le but du projet. Là aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit militant, moi je me considère plus comme un élévateur. C'est-à-dire c'est quoi ce qu'on appelle l'élévateur? C'est-à-dire apprendre à l'individu que lorsque tu viens sur Terre, tu as une double présence de toi-même, la matière et l'esprit. La matière a ses limites, c'est vrai que ton bras tu vas le tendre, tu ne peux pas aller toucher un truc à 3 mètres, mais ton esprit tu peux l'envoyer au Japon. Et cette capacité qu'on a à avoir un esprit surpuissant, si on le met dans le sens de l'élévation de soi, on est capable de faire de grandes choses.